Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Allez, on est bien Tintin là, hein? On est bien, ouais. Je me demande s'il n'y a pas plus de chevaux derrière nous que dans la moto. Ah bah tu sais, on se rapproche à grands pas de la Camargue, hein, donc c'est un peu logique de trouver beaucoup de chevaux ici. Alors Jean, il nous a expliqué comment rentrer dans le panier, mais je sais pas comment ressortir moi. Bah vas-y, fais le singe. Je vais être obligé de mettre mes pieds dessus là. Ouais, d'ici la fin du mois, t'auras bien trouvé la technique, hein. Attends, hop, hop, hop. Voilà, là t'as le repose-pied devant, là, Ok. le marchepied, pardon. Et puis je vais faire un petit demi-tour. Ouais. Voilà, Facile. bon. Bon, c'est bien pratique. Et puis je crois qu'on peut ranger le casque derrière là. Ouais, il y a un sacré coffre, hein, regarde. Tu fais basculer le dossier, regarde. Hop, Et hop. Allez. voilà. Alors Eric, là on est avec un side Triumph sur base de Street Twin. Est-ce que tu te souviens qu'on avait essayé une Street Triple R? C'est pas pareil, hein, c'est un 3 cylindres la Street Ouais, Twin. je me rappelle, c'était dans son concession. Très bien, dans le numéro 2 très Voilà. exactement. Ouais, c'était pour voir si tu suivais, toi. C'était en fin d'année 2017 et c'était les premiers épisodes avant le vrai lancement de son concession, Ouais. début 2018. C'était un essai plutôt particulier. Comment t'as aimé, comment t'as apprécié cette moto là? Bah écoute, elle est plutôt sympa et comme le disait Jean quand il nous a confié le side, hein, en fait c'est pas la peine de tirer les rapports, ça se laisse embarquer sur le couple et honnêtement c'est vrai que même avec le panier, on souffre pas trop du poids. Tu pèses combien toi? Moi je pèse 75 kg. Ah ouais, c'est pour ça, je sentais quand même un peu la différence. Pareil que toi, non? Exactement, Ouais. mais moi plus les vêtements. Ouais, voilà. Voilà. Alors, faut faire attention hein, quand même parce que ce side, il est un peu large. C'est-à-dire que là, on le voit pas nécessairement, mais moi, j'ai failli être surpris hein, au début. Ouais, ça je m'en suis aperçu aussi. Ouais. Il y a 20 bons centimètres qui dépassent encore du garde-boue de la roue. Ouais, ça faut faire très attention. Après, la conduite du side, c'est assez instinctif, je trouve. Ouais, non, c'est sympa. Après, bon, faut faire attention parce que je pense que quand on prend vite confiance, après, on peut peut-être se faire piéger. Mais au fait, on n'a pas un essai à regarder là? Si, on a un essai. C'était une Triumph. C'était la Street Triple R. C'était le numéro 2 de son concession. C'était au tout début. On regarde ça tout de suite. Essayez le top du top. Moraco, distributeur du kitchen TID Super Sprox avec couronne Steels Bimetal, vous présente votre essai moto. Alors évidemment, cette Street Trip 765 RS, la plus évoluée de la gamme des nouvelles 765, la plus aboutie et la plus fournie en équipement. Donc on voit qu'il y a des étriers Brembo radio qui sont redoutables à l'avant. On a un châssis de plus en plus affûté avec la fourche à gros piston, Big Piston Fork, extrêmement efficace. Ça verrouille le train avant et le comportement dynamique est quasi sportif. L'amortisseur, c'est un Öhlins sportif également à l'arrière. Et ça, c'est une machine en efficacité avec son poids contenu. Elle fait 186 kg avec les pleins. Elle est redoutable avec un moteur 765 cm3 au lieu de 675. Évidemment, c'est tout de suite mieux. Il y a plus de coffres, en particulier dans les hauts régimes. Cette version est équipée d'un pot Arrow qui met en valeur évidemment le bruit du 3 cylindres, un bruit qu'on retrouvera en Grand Prix avec les Moto2 puisqu'elle va équiper les machines de course.
Elle a un pack électronique très fourni également, avec évidemment de l'anti-patinage. Il y a un accélérateur ride-by-wire qui est vraiment abouti. Cette machine, elle a également un shifter extrêmement efficace. La boîte est très douce. La suspension est bonne, mais la selle est un peu dure pour des trajets, on va dire, de confort urbain. Le rayon de braquage est toujours mauvais. Et puis, il y a des petites vibrations. Un problème sur la fourche gros piston Showa, c'est-à-dire que quand on veut régler la fourche à l'aide d'un tournevis, alors on a pas mal de réglages possibles, en revanche on ne peut pas passer le tournevis, donc il faut enlever le guidon quasiment. L'esthétique de cette machine est très valorisante, beaucoup de détails, de finition, et puis toujours ces feux en amande qui équipent la Street Trip depuis 2012. C'est une machine extrêmement aboutie, je le disais, sauf pour un peu de question de confort, ça reste une machine extrêmement efficace. David, là, il y a 2 chevaux qui passent. Bonjour. Bonjour. Il y a combien de chevaux là dans cette moto? Au moins 20 fois plus. 20 fois plus? Ouais. Je rebondis sur ce que tu me dis, Eric, parce qu'on a eu un débat sur la place des femmes dans la moto. C'était lors d'une émission BMW. C'était à Montlhéry, à la ville du Bois, plus exactement. Et c'était très intéressant. On a eu Kenny Forêt qui était confronté à plusieurs femmes face à lui. Kenny Forêt, un grand pilote de chez BMW en endurance. Voilà. Donc Kenny Forêt a dû un petit peu expliquer sa position en course quand il y a des femmes engagées. Et Kenny Forêt, quelques mois après, il a été coéquipier de Lucy Glockner. De Lucy Glockner, qui a fait sensation, notamment au dernier Bol d'Or, c'était en 2017, où elle s'était bataillée avec Sébastien Gimbert pour la 3e place du podium. Et puis quelques mois plus tard, eh bien, elle a fait équipe avec Kenny Forêt aux 24 heures du Mans et aussi en Slovaquie et en Allemagne. Alors au moment du débat sur la place des femmes dans la moto, Kenny savait qu'il devait rouler avec Lucy, mais il ne pouvait pas le dire dans l'émission. Alors on a essayé de lui tirer les verres du nez, mais il a bien tenu. On regarde ça maintenant. Et maintenant, le débat tant attendu, Kenny. Oui. Les femmes et la moto, le monde de la moto est-il macho? Avec nous, Isabelle Vincent. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Et Sandrine Dereux. Bonjour. Bonjour David. Sandrine, pilote de vitesse. Tu as déjà affronté Kenny sur une piste? Ah non, pas du tout. Non? T'aimerais? Pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Donc Sandrine, tu as roulé sur une BMW S1000RR cette année en Women's Cup? Voilà, c'est ça. C'est ça, c'était ta première année de compétition? Première année de compétition, oui. Donc découverte, avec des hauts, des bas, c'était vraiment très intéressant. Tu vas continuer? Ah oui, là je suis repartie pour cette année. Donc la Women's Cup, c'est une formule exclusivement féminine, mais le sport moto est aussi un sport mixte. Isabelle, on ne va pas parler que de sport non plus, fondatrice de Bikers Factory. Exactement. C'est ça? Tu nous expliques? Alors Bikers Factory, c'est la petite fille, on va dire, de l'agence des Motes qui existait dans les années 70. Et en fait, l'objet, c'est de faire travailler des femmes à moto pour de la com, pour des doublages de pub, etc. Voilà. Exclusivement féminin? Exclusivement féminin. C'est fermé aux garçons? Exactement. D'accord. Bon. Il n'y en a pas qui peuvent travailler dans la Bikers Factory, c'est sûr. Pas vraiment. D'accord, pas vraiment. Kenny, BMW avec une femme au guidon a fait sensation au Bol d'Or avec Lucy Glockner du team NRT 48, a fait très fort puisqu'elle s'est battue jusqu'au bout pour le podium. Sandrine, oui. Est-ce que ce genre d'exploit t'inspire ou toi tu t'en fous, tu vis ta vie de pilote? Ah non, c'est vraiment... j'aime bien voir qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont dans le milieu de la compétition, c'est un exemple. Il n'y a pas de problème à dépasser des garçons, non, pas non, d'hostilité même dans le paddock ou autre? Non, du tout, non, j'ai pas eu ce problème-là. D'accord. Isabelle, toi tu connais des pilotes aussi? J'en ai connu. Tu en as connu beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est facile de faire sa place dans le monde de la moto? C'est un milieu qui est quand même globalement assez macho, hein, faut pas rêver.
On parle de compétition, mais sur la route, comment on ressent cette séparation entre OM/FM? Est-ce qu'il y a une séparation, Isabelle? Ben, quand même, oui. Oui, oui. Alors, globalement, alors, ceux qui ne pilotent pas sont admiratifs, en général. Ceux qui pilotent, ils n'aiment pas trop. Enfin, à la fois, ils admirent, mais il ne faut pas trop que la femme les double et soit trop rapide. Et par ailleurs, moi je sais que je défends énormément le côté féminin à moto, enfin dans notre agence surtout, on développe beaucoup ça. Et c'est vrai que malheureusement l'image de la femme est à 360, c'est-à-dire que où sont des femmes qu'on considère très masculines, et donc les hommes font ah bah oui elles font de la moto mais c'est normal, en gros elles sont moches, ou alors elles sont très féminines, et là il faut faire attention à ne pas être vulgaire parce qu'on est immédiatement aussi catalogué. Donc très difficile, et moi c'est ce que je demande dans mon agence, c'est-à-dire qu'on ait de la classe, du style, tout en étant habillé avec des vêtements de sécurité, donc c'est pas simple non plus, mais je demande qu'on ait de l'allure et de la classe sans être vulgaire. Donc voilà, la frontière est ténue. Est-ce qu'il ne faut pas être soi-même tout simplement Oui, il faut être soi-même, exactement, naturel, c'est chouette aussi, très bien, voilà, mais un peu apprêté quand on fait de la com, bon, normal. Les résultats du sondage montrent que quand même les garçons n'aiment pas se faire doubler par des femmes en compétition. Kenny, c'est une réalité, ça, je l'ai vécu, moi, j'étais pilote, j'ai vu. C'est une réalité parce que c'est tout le monde... déjà, un pilote n'aime pas se faire doubler pour commencer. Après, forcément, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, en fait, c'est pas forcément la personne, c'est tout ce qui va être autour qui va engendrer le fait qu'en fait, on va se faire charrier, tati et tata. Mais après, c'est plus un jeu avant d'être quelque chose de mauvais. Dans le tennis, il y a eu des déclarations, notamment de Gilles Simon, qui a protesté contre le fait que les femmes gagnent autant que les hommes. C'est quand même, c'est parfois difficile. Voilà. Donc, dans la moto, vous le ressentez pas? Toi, tu le ressens pas, Sandrine, cette hostilité de se faire doubler par un mec? En fait, il y a vraiment les deux. Il y a le mec où son ego prend un coup parce qu'il s'est fait doubler par une nana et il est un peu mauvaise. Et il y a de l'autre côté où il est content, enfin il nous félicite. Moi j'ai eu le coup sur le championnat mix en Ultimate Cup où j'ai fini 3e dans ma catégorie. Et là sur le dernier tour après le drapeau à damier, j'ai des personnes qui m'ont félicité pour la course. C'était l'inverse, on t'a plus félicité que si tu avais été un garçon. Bon, j'ai eu des mauvais coups aussi pendant les essais, tout ça. Vas-y, raconte. Il y a une personne qui a essayé de me mettre à terre en pilant devant moi sur l'entrée d'un virage. C'était volontaire? Oui, j'avais pas trop ma place ici apparemment. Ah bon? Oui. Tu l'as entendu? Il me l'a dit. Et te l'a dit? Voilà. Ah ouais? Et comment tu as réagi? Bah, tout le monde a le droit à sa chance. Enfin, je suis ici pas comme une autre et bah, j'ai laissé tomber en fin de compte. Je me suis dit que... Ah ouais. Toi, Isabelle, ça te fait quoi d'entendre ça, ce que dit Sandrine? C'est le côté macho qui est repassé par au-dessus. Ça m'étonne pas parce que en plus, quand une femme est jolie, alors là, c'est le summum, je veux dire. C'est pire. Ah ouais, c'est pire. T'as pas le droit d'être jolie et douée, c'est ça? Non. Non, moi quand j'ai monté l'agence par exemple, on m'a dit de toute façon, ce qu'elle veut c'est des mannequins à moto, c'est des filles qui n'arrivent pas à avancer. D'accord, on les attend, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que les filles chez moi, elles savent rouler, pas sur circuit, mais sur route, ça va bien. Moi je l'ai vécu, un de mes coéquipiers m'a dit de toute façon, si c'était Nina Prince, la pilote d'endurance, si une fille me double, j'arrête ma carrière. Le lendemain, elle a fait un meilleur chrono que lui, il n'a pas arrêté sa carrière. Donc, ouais, mais ça c'est, en fait si tu veux, c'est... Déjà même ce genre de dire c'est pas normal comme on pourrait dire dans les autres sports par rapport à Gilles Simon, enfin c'est la même activité donc je vois pas pourquoi ça changerait mais après ça reste une minorité, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui acceptent le fait que les femmes roulent et qui sont contents. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se souvenir que de cette petite minorité qui a tendance à dire des choses. Mais les acceptent jusqu'à un certain point, il ne faut pas qu'elle gagne quand même. En fait, faut savoir que peut-être qu'un homme n'aime pas se faire doubler par une femme, et ça je le conçois, je l'ai déjà entendu, mais le problème c'est qu'il faut savoir qu'un pilote a une fierté qui est développée, alors, souvent comme beaucoup de sportifs, beaucoup plus que n'importe qui. Alors sur la route, il y a beaucoup plus de femmes qui roulent, qui achètent des motos. Il y a beaucoup de blogs qui se sont développés, j'en connais quelques-uns, donc le Mag Motard, Lil Viber, Mademoiselle Laura Femme en moto, Talon et Guidon, Kiss and Vroom, voilà, et encore, hein, j'en oublie beaucoup, désolé pour celles que j'oublie. Et il y a aussi l'association Toutes en moto.
qui fait chaque année une manifestation. Et puis des boutiques spécifiques, SDS, LNLM. Exact. Lady Zigzag à Lady Versailles. Zigzag. Ce mouvement, tu en penses quoi, Isabelle? Moi, je trouve ça très très bien. Très bien, parce qu'en fait, on commence à avoir des petits corners chez les concessionnaires, mais c'est très très timide. Et en fait, on sent qu'en France, enfin peut-être aussi en Europe, j'en sais rien, mais c'est quand même compliqué de trouver des vêtements élégants pour les filles qui roulent à moto. C'est pas facile, ça a souvent été rose, les vêtements d'hommes. En rose, exactement. Rose. Non, mais c'est vrai, ça a été beaucoup ça, quoi, un petit peu. Est-ce que les vêtements doivent être spécifiquement ouais, je trouve. clichés Non, clichés, non, mais au moins, tu vois, un peu plus apprêté, qu'on n'ait pas l'air de sac systématiquement. Tu vois, je trouve que c'est sympa de rester, à la fois d'être bien, que ce soit confortable, évidemment, sécure, mais quand même un peu élégant, quoi. Oui, c'est sûr, c'est agréable. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour les femmes. Il n'y a pas énormément de choix encore. Les initiatives, toutes en moto, tu y as participé? Oui, bien sûr. Je trouve ça fabuleux, moi. Tu peux nous expliquer le principe? Le principe, c'est de réunir un maximum de femmes qui roulent à moto le jour de la journée de la femme. Donc, dans les principales villes de France, et notamment à Paris, c'est énorme comme concentration. Enfin, c'est impressionnant. Il y a aussi une fameuse stunteuse, Sarah Lesito, qui s'est beaucoup parlé d'elle avec des cascades incroyables. Puis elle joue dans des films aussi. Tout ça, c'est des sources d'inspiration Ah ouais, moi je les trouve, moi j'admire. Je trouve fabuleuses, toutes ces filles, ouais, vraiment. C'est pas plus difficile, la dimension physique. Alors on a des internautes qui ont réagi sur notre sondage et qui ont parlé de dimension physique, de force physique pour conduire une FJR. On a même un internaute qui dit très peu de femmes peuvent conduire une FJR. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Je veux dire, moi, j'ai des amis qui mesurent 1,50 m, qui ont des Harley énormes. Donc, je veux dire, ça, c'est n'importe quoi. C'est une question de dextérité, voilà. Mais il y a beaucoup de constructeurs qui font des modèles surbaissés. Certains communiquent sur le fait que c'est à destination des femmes. Harley Davidson, Ducati, notamment, on a Suzuki aussi. Donc ça, la gamme s'ouvre et c'est pas péjoratif de dire que c'est des modèles spécifiquement étudiés pour les femmes. Non, c'est pas péjoratif. C'est vrai qu'une fille qui démarre, elle sera peut-être moins affolée si elle a une moto, une fille qui est relativement petite. Si elle a une moto surbaissée, ce sera plus sympa. Maintenant, une fille qui est à l'aise, à mon avis, elle roule sur n'importe quoi. Je veux dire. Il y a des femmes en Grand Prix, Ana Carrasco, Maria Herrera. C'est très difficile pour elles d'avoir la confiance des grands teams. Est-ce que c'est le manque de confiance des teams envers les femmes ou est-ce que c'est le manque de talent? Un team manager a le choix entre un pilote et une femme. Forcément, les performances vont être la comparaison. Donc on parle surtout des teams officiels, donc les teams qui sont... Donc il y a encore des doutes, il y a encore le combat. Mais après, le problème, c'est que le chemin est long encore. Qu'on soit une femme ou un homme, le seul truc qui compte dans la compétition, c'est la feuille de temps. Ouais. Ça veut dire que malheureusement, qu'on ait une bonne ou une mauvaise moto, qu'on soit un homme ou une femme, si on voit la femme qui est toujours milieu de classement, etc., on va se dire... Mais Maria Herrera était compétitive par rapport à Fabio Quartararo en moto 3 encore une fois, c'était en championnat d'Espagne. Ouais. Peut-être que si demain il y a une fille qui roule extrêmement bien et qui arrive à avoir des résultats internationaux qui sont très importants, pourquoi pas? Isabelle, ça fait longtemps que tu roules à moto. Est-ce que tu as constaté une évolution dans le regard des hommes sur les femmes ou l'inverse? Moi, je trouve que c'est toujours un peu identique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine admiration. C'est rigolo parce que même moi, avec l'âge que j'ai, bon, alors quand la visière est baissée, ok, tout va bien. Quand je lève la visière, ils disent ah tiens, bon. Donc ça n'a pas changé d'après toi? Non, il y a de l'admiration et même de la part des femmes aussi. C'est rigolo parce que parfois elles font ouais super et tout, c'est rigolo. Alors que moi je me dis j'ai quoi de spécial? J'ai tellement l'habitude, si tu veux, que ça me fait aucune impression. Donc il y a un côté sympa sur la route, hein, je dis bien. Ouais. Voilà. Donc côté macho, pas trop à ce niveau-là. Jamais de remarques sur la route quand tu t'arrêtes à un feu? Non, c'est plutôt bienveillant, je dois dire. C'est plutôt sympa. Le seul danger, c'est les types qui, parce que je roule souvent un peu féminine, on va dire, et quand les types te poursuivent pour voir si t'es vraiment une nana. Ah ouais, ça arrive? Ah ouais, moi qui me colle en voiture direct. Hein. Là, ça c'est beaucoup moins drôle parce que les types te collent en voiture? Te collent en voiture derrière ta moto à fond, tu vois, pour essayer de te doubler, voir si t'es bien une fille. Ça c'est dangereux. Ouais, parce que moi je fais beaucoup d'autoroutes, si tu veux, puisque maintenant j'habite au nord de Paris. Et
ça c'est plus dangereux. Donc tu es obligé tout le temps de surveiller que le type soit pas trop On en pas apprend trop tous près. les jours, hein. Je savais pas que ça existait. Si, mais... voilà, mais C'était toi. c'est ça. Ah, C'était toi. Ah, c'était toi. Non, moi je roule pas en voiture. Moi. Non, voilà, mais ça c'est plutôt rigolo, tu vois, c'est plutôt une anecdote, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Mais globalement, les attitudes ne changent pas trop. Non, Il y a pas. j'ai pas vu vraiment d'évolution ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord. Il y a juste plus de femmes qui font de la moto. Voilà, et ça c'est génial. Bon, Eric, je me sens bien dans ce baquet. Si tu m'emmenais en Italie maintenant. Bon, écoute, moi je veux bien, mais je pense qu'on peut prendre des raccourcis, non? Parce qu'on y est allé souvent pour l'émission en Italie. Ouais, on y est allé pour Nolan, on en a parlé déjà dans le best-of, et puis on est allé chez Denez aussi. C'était une émission exceptionnelle. On était invité chez l'un des plus grands manufacturiers de cuir au monde. Et puis on avait eu l'occasion de visiter un lieu auquel peu de personnes ont accès. Alors justement, on était allé chez Denez dans le département R&D consacré à l'airbag. L'airbag qui est la solution de sécurité de l'avenir à moto. Et d'ailleurs, Denez fait aussi de la protection pour la pratique de l'équitation. Nous nous sommes transportés à Molvena, à 45 minutes de Vicenza, pour aller au département R&D où nous sommes avec Tommaso Guseo. Salut Tommaso. Bonjour. Tommaso Guseo est en charge de la technologie airbag, de tout le développement de l'airbag, le fameux DR de Denez. Tommaso, quelle est la différence principale entre ces deux types d'airbags? En fait, la différence principale entre ces deux modèles, c'est le contexte. Celui-ci est étudié pour une utilisation racing, donc il est intégré dans la bosse aérodynamique de la combinaison et il protège la partie haute du corps, comme les épaules. Quant à celui-ci, il est à l'intention des utilisateurs de deux roues sur la route et en ville. Cette fois, la partie la plus protégée est le thorax, le buste. Pourquoi? Parce que le plus souvent, l'impact se produit avec un autre véhicule et la première partie touchée dans ce cas-là est le thorax. Et aussi, ce modèle protège le dos. Tommaso, est-ce que la vitesse de déclenchement est plus rapide sur le modèle piste ou le modèle route? En fait, le système le plus réactif est installé sur le modèle routier parce que, comme je l'ai dit, la situation est souvent celle d'un impact avec quelque chose. La vitesse de déclenchement doit donc être extrêmement rapide et dans ce cas, il s'agit de moins de 100 millisecondes. Quand il s'agit d'une chute sur circuit, normalement on est éjecté de la moto, soit par un low side ou un high side. On a le temps de décomposer le crash. La vitesse de déclenchement est quasiment la même, ceci dit, mais les circonstances où cela joue un vrai rôle, c'est sur la route. Le système électronique est donc contenu ici pour le modèle Racing. Oui, dans la bosse arrière. Et pour la route, où est-ce que c'est installé? Ici, ce n'est pas très visible, mais c'est sur le dos. Il n'y a que de l'air, c'est important. Le système électronique est intégré dans la plaque dorsale qui fait partie du système. Mais les pilotes ont aussi une plaque dorsale, non? Oui, mais les pilotes sur un circuit veulent une plaque dorsale dédiée. Tommaso, peux-tu nous emmener pour une visite de votre département R&D? Donc là, nous sommes dans la partie dédiée à la technologie d'IR. Oui, c'est ici que sont pensés et développés tous les produits liés à la technologie d'IR, du design au système électronique embarqué. Et ici, sur ce cintre, c'est la plaque dorsale dont nous avons parlé tout à l'heure. Le sac est donc intégré dans la partie souple et la partie électronique est dans la partie rigide. C'est pour la route. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, où sommes-nous? Nous sommes dans la partie R&D où naissent et prennent vie tous nos produits. Là-bas, nous avons la partie sur le choix des matériaux. Ici, nous avons la conception des modèles pour chaque produit. Nous imaginons et fabriquons environ 200 produits par an, dans différentes tailles, dans différentes couleurs. C'est un énorme travail. Et ici, sur les dernières tables, nous passons à l'étape de l'industrialisation, avant d'arriver dans la partie prototype. Donc toutes les étapes sont connectées, de la conception au prototypage, en passant par le design, tout est regroupé dans cette même zone.
La production est donc ailleurs. Non, il s'agit du secteur R&D simplement. La production est dans l'autre bâtiment, de l'autre côté de la route. Salut à tous! Les heures de l'humanité sont peut-être comptées, mais dans le jeu d'aujourd'hui, on va pouvoir s'échapper d'une horde de zombies enragés en moto. Et même en scooter. Ouais. Dans Dead Ahead, nous allons devoir nous frayer un chemin à travers différentes routes infestées de zombies avec une main sur une arme et l'autre sur les guidons de différents types de motos. Comme c'est la tradition dans les jeux mobiles, on commence avec un scooter. À chaque nouvelle partie, une liste de challenges à relever apparaît, ce qui nous permettra de débloquer de nouvelles routes et de nouvelles motos. Au programme des motos, nous aurons évidemment le scooter, chopper, sidecar, motocross, quad et même la moto du dessin animé Akira. La classe. Bien sûr, si vous avez la flemme de relever les défis un par un, vous pouvez toujours passer à la caisse et acheter de l'argent virtuel pour débloquer l'ensemble du jeu immédiatement. Ce serait dommage de choisir cette option puisque ce jeu mobile frôle la perfection tant en matière de progression que de fun. Cerise sur le casque, vous avez même un garage dans lequel il est possible de customiser et upgrader votre bécane. Dead Ahead est franchement un de mes jeux 2D préférés. L'ambiance humour noir et pixel art, le nombre de motos et l'incroyable nombre de défis à relever en fait un jeu à posséder absolument. C'est créé par Mobirat et c'est gratuit au téléchargement, alors faites comme cette horde de zombies et ruez-vous dessus sur Android et iOS. Ce sera pour moi un 9 sur 10, mais n'oubliez pas, port du casque et kit de survie obligatoire. Survivants, rendez-vous dans la concession la plus proche. Sans concession est structuré de telle manière qu'il y a à chaque fois un débat. Il y avait un débat, notamment chez Moto1. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Eric, il y avait 4 pilotes. On avait 4 pilotes de renom. Chez Pierre Chapuis, avec Roberto Rolfo, Étienne Masson, Alexis Masbou et Hugo Claire. Bien joué. Alors, avec 2 d'entre eux, on a débattu de l'argent dans la moto, la place de l'argent dans la moto. C'était un débat très intéressant. Tout ne pouvait pas être dit, mais ils en ont dit un maximum. Ils ont bien joué le jeu et c'était instructif. On regarde ça. L'argent a-t-il trop d'influence dans le sport moto? On va en parler avec Alexis Masbou. Salut Alexis. Bonjour à tous. Et Étienne Masson, merci de nous avoir rejoints. On a parlé de toi tout à l'heure. Salut David. Salut. Alexis, tu es un peu notre parrain, tu étais là dès la première émission. Et oui, en effet, j'étais déjà avec vous à la première, il n'y a pas si longtemps. Ouais, voilà, on voit. Et on parlait déjà d'argent. Et on parlait déjà d'argent. C'est un problème qui suit la moto. Ouais, on parlait d'argent et des pilotes français à l'époque. Là, on va être un peu plus général. On va écouter Michel Turcot qui est allé enquêter sur l'argent dans les Grands Prix. L'argent dans les Grands Prix, il n'y en a pas toujours eu. Ainsi, dans les années 50, au début de l'histoire des championnats du monde, le sport moto c'était une affaire d'amateurs, même si les premières usines qui se sont investies, notamment les premières usines japonaises dans les années 60, ont commencé à salarier des pilotes. Le sponsoring arrive lui dans les années 70 avec Giacomo Agostini, puis ensuite avec Barry Sheene, 2 personnalités qui vont faire sortir un petit peu la moto de son cadre. Donc là, arrivée de sponsors extra sportifs et un intérêt du public qui grandit. Dans les années 80, là, on passe un début de professionnalisation avec des sponsors plus importants et notamment l'arrivée des cigarettiers jusqu'à ce que cette publicité-là soit bannie par les pouvoirs politiques. Alors au début des années 90, on a eu en France le fonds tabac qui était résultat de la loi Evin avec l'interdiction de cette publicité. Beaucoup de pilotes français ont profité de ce fonds tabac pour courir en Grand Prix. D'ailleurs des pilotes qui sans cet argent n'auraient jamais pu disputer les championnats du monde. Alors si dans les années 90, on va assister à la disparition petit à petit des cigarettiers, on va aussi assister à 2 événements très importants. Le premier, c'est l'arrivée de Dorna Sport, qui va prendre en charge les droits commerciaux des Grands Prix. Et un peu plus tard, la naissance d'un certain Valentino Rossi, qui va devenir l'icône des Grands Prix et qui en 20 ans va complètement transformer ce sport. Alors du côté de Dorna Sport, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va internationaliser la compétition. Le calendrier va passer d'une grosse dizaine de courses à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 19 Grands Prix. Donc un marché qui va s'étendre et bien évidemment des sponsors qui vont venir aussi du monde entier.
Et dans les années 2000, on a la création du championnat MotoGP, donc des moteurs 4 temps qui remplacent les moteurs 2 temps, et là des constructeurs qui sont de plus en plus intéressés par une compétition qui va leur permettre de développer et de promouvoir leurs produits avec une certaine corrélation avec la route. Côté télé, la Dorna se met à revendre ses droits beaucoup plus cher à des chaînes payantes, comme ça se fait d'ailleurs dans la majorité aujourd'hui des sports. Donc plus d'argent qui rentre, cela permet de redistribuer cet argent, une partie de cet argent aux équipes qui deviennent franchisées. On a un système qui fonctionne à lui tout seul, qui aujourd'hui permet d'avoir un championnat pérenne et des équipes aussi qui y sont. Revers de la médaille, plus d'argent qui rentre dans les caisses, les équipes en profitent. Mais à côté de ça, puisqu'il faut payer pour voir le sport, de moins en moins de personnes le voient, ce qui ne rend pas très heureux ni les constructeurs puisqu'ils ont moins d'audience et également les sponsors qui sont moins vus. On a vu avec Roberto Rolfo qu'on a accueilli tout à l'heure qu'il a eu des difficultés. Il avait signé en Superbike avec le team Grillini et puis Grillini a des problèmes d'argent. Le manager de l'équipe a été mis en cause pour blanchiment d'argent. On a eu des cas avec Juan-Fran Guevara qui a arrêté prématurément sa carrière pour des raisons financières. Oui, il a dit qu'il en avait assez de payer. Alors il était vice-champion d'Europe, il avait réussi une entrée en matière en Moto 3 plutôt satisfaisante, mais voilà quoi. Il a décidé de dire stop. Ouais. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler quand même de votre actualité. Alexis, tu vas rouler avec Pierre en endurance, de nouveau je dirais. Oui, de nouveau. Une petite parenthèse. De nouveau, exactement, un petit passage chez Kawasaki pour le bol d'or. Et puis maintenant, de retour avec Pierre, on a fait une tellement belle saison l'année passée, on s'est tellement régalé tous ensemble que j'ai eu l'envie de revenir avec eux et maintenant il me tarde de recommencer. D'accord. Étienne, toi tu continues avec le cercle, vous allez être concurrent hein, bien sûr, pas dans la même catégorie. Et toi Étienne, tu es pilote officiel du cercle depuis plusieurs années avec plusieurs titres à la clé. Ouais, ça va être la 4e année cette année que je passe au CERT. On a déjà eu 2 titres. L'année dernière était un peu plus compliquée pour nous. On a eu diverses difficultés. Donc là, la nouvelle moto, une nouvelle équipe. Donc, Les équipes aujourd'hui demandent de l'argent. Selon les catégories, ça varie. En MotoGP, tous les pilotes sont à peu près payés maintenant. Tu confirmes ça, Alexis ? Oui, en effet, maintenant c'est revenu un peu plus à la normale parce que c'est vrai que pendant quelques années, il y avait plusieurs pilotes en MotoGP qui payaient. Pour moi, c'est inadmissible parce que forcément, en MotoGP, ça doit être l'élite de notre sport et donc forcément, c'est des pilotes qui doivent être payés et qui doivent vivre de leur métier. Maintenant, c'est sûr que dans toutes les catégories, hormis le MotoGP, il faut amener des budgets. Il faut amener des budgets. Le minimum, c'est quoi ? Pour rouler en Grand Prix, le minimum ? Une saison. Après, c'est difficile de quantifier parce que ça dépend évidemment du niveau du pilote, des sponsors qu'il y a derrière, de sa nationalité. Il y a beaucoup de choses qui font que on va dire, le budget demandé est variable, mais on va facilement entre 100 000 euros qui est le plus petit budget qui va être demandé, qui va être du Moto 3. Après, entre le Moto 3 et le Moto 2, maintenant les budgets sont quand même très très similaires parce que les Moto 2 sont des budgets réduits sur pas mal de postes, alors que la Moto 3 est une moto beaucoup plus développée. Donc au final, Moto 3 et Moto 2, ça reste assez similaire sur les budgets. Par contre, après, on monte sur des budgets à 500, 600, 700 000 euros qu'on demande à des pilotes. Donc c'est sûr que on ramène ça à la vie de tous les jours, c'est quand même des budgets extrêmement importants et qui sont difficiles à trouver. Quand tu dis que les pilotes de MotoGP sont tous payés, il y en a qui payent. Xavier Siméon, par exemple. Ouais, enfin, on va pas focaliser sur Xavier, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a des pilotes qui amènent des budgets, et sur les budgets qu'ils amènent, ils se dégagent un salaire. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, Alexis, que tous les pilotes du MotoGP sont payés. C'est-à-dire que ça soit Xavier Siméon ou Tito Rabat, par exemple, parce que Tito Rabat, on l'oublie, mais Tito Rabat, s'il est aussi en MotoGP, c'est parce que papa et maman sont diamantaires. Donc, c'est une famille très, très riche en Espagne. Et c'est de l'argent qu'ils amènent, mais ils se dégagent un salaire. Ça marche comme ça aussi en voiture. Hein. Mais après, je veux dire, la plupart des pilotes de Grand Prix, à la fin de l'année, ont quand même un budget qui leur reste pour vivre. Parce que sinon, je veux dire, il y a des frais importants de déplacement. Il faut vivre, il faut s'entraîner. Donc, il y a quand même un budget en plus de ce qu'on amène aux équipes qu'il faut se dégager pour arriver à vivre ou à survivre selon les possibilités et à s'entraîner derrière aussi. Alors les mieux payés, Eric, j'imagine c'est Rossi, Marquez. Oui, c'est ça. C'est le plus payé, là.
a priori, parce que c'est toujours compliqué, et on parle uniquement de salaire, on ne parle pas de revenus publicitaires, parce que là je pense qu'il n'y a pas photo, on sait qui est le mieux payé, mais au niveau salaire, a priori Marc Marquez est passé devant Valentino Rossi, il serait à plus de 11 millions de dollars par saison, Valentino serait à 10. Ça va. Et Lorenzo, je crois. Lorenzo est aux alentours de 10-12, je crois, quelque chose comme ça, par rapport à Ducati. Mais enfin, Ducati, c'est un peu spécial parce qu'il y a quand même toujours le groupe cigarettier qui est derrière. Et puis, on a a priori Johann Zarco qui commence à progresser dans la hiérarchie. La grille des salaires le ferait apparaître aux alentours des 3 millions de dollars ou d'euros sur une saison. Mais par contre, il y a des pilotes en bas de tableau qui sont à 150 000 ou 200 000 euros, quoi. Alors, c'est pas énorme. La proportion un petit peu en moto GP, on en a parlé, en moto 2, moto 3, la proportion des pilotes payés et les pilotes payants, c'est quoi à peu près? On va dire que sur ces deux catégories-là, c'est les 5 ou 7 premiers pilotes qui sont payés des deux catégories. Et après, en gros, les 25 autres qui amènent des budgets. Des pilotes payés, les pilotes payants, Étienne, en endurance, la proportion de pilotes payés, elle est faible aussi. Oui, bien sûr, elle est faible parce que moi, pour ma part, je m'entraîne tous les jours, ça me prend énormément de temps et c'est vraiment mon métier, donc je peux rien faire à côté et voilà, c'est un métier comme un autre et je pense que c'est important. Et ce que dit Étienne est important parce qu'aujourd'hui, l'endurance, elle est en train de monter en puissance. Mais d'un autre côté, on est en train de voir que des anciens pilotes viennent, etc. Donc, il ne faut pas non plus brûler ce qu'on a adoré, j'ai envie de dire. Parce que Roberto Rolfo, il va venir. On parle de Poggiali qui va venir en endurance. Voilà, ça fait des noms. Mais il ne faut pas non plus... Randy, il est là depuis 1 an et demi maintenant. Mais il ne faut pas dévaloriser les gens qui étaient dans la discipline auparavant. Et comme le dit Étienne, toute peine mérite salaire. Et je pense qu'aujourd'hui, du fait de la notoriété grandissante de l'endurance, certains s'en servent aussi pour dire bon, bah, nous, on te donne tant, que ce soit pour des équipes officielles, on te donne tant, mais de toute façon, si tu n'en veux pas, c'est pas grave, il y a du monde derrière. Et ça, je trouve qu'on commence un petit peu à retomber dans la perversité du système, et c'est pas logique. Comme c'est pas logique qu'un pilote professionnel, parce qu'ils sont professionnels, ne soit pas payé pour porter un casque, ne soit pas payé pour porter un cuir, ne soit pas payé pour porter des bottes. C'est la loi du marché, oui, quelque part. On peut pas... Là, je suis d'accord, mais je veux dire, c'est pas logique qu'un pilote accepte de dire ok, bon, bah d'accord, je porte les bottes, mais je suis pas payé. Et parce que derrière, les gens s'en servent, parce que tu vas voir un équipementier, tu lui dis moi je veux... C'est les grands principes, mais effectivement s'il y a du monde au portillon, mais c'est comme si je te disais pour ton métier de journaliste, tiens, tu vas me faire ce sujet-là, mais comme c'est un sujet sympa, tu seras pas payé. Tu le fais? Je le fais gratos, moi. Ouais, toi t'as pas de cœur, toi t'as pas de loi. Mais voilà, non, mais aujourd'hui on est en endurance parce que c'est ce qui les concerne aussi. On commence à être à la limite du système. Alors en endurance, justement, il y a des pilotes ni payants ni payés. C'est un peu la particularité de l'endurance aussi. Il y en a beaucoup. Ouais, bien sûr. Après, tout dépend de l'équipe aussi. Il y a des pilotes qui rêvent de faire par exemple le Bol d'Or ou les 24 heures du Mans et je sais qu'ils amènent un peu de budget pour arriver à participer, pour arriver à intégrer une équipe. Il y en a qui roulent gratuitement pour être déjà dans une équipe à peu près correcte. Et bien sûr, après, oui, il y a les pilotes qui sont rémunérés. Alors, une des raisons aussi de la valeur d'un sport, c'est la médiatisation. Or, aujourd'hui, la médiatisation, ça coûte parfois cher aux chaînes de télé, puisqu'on a eu un débat avec un journaliste qui nous a expliqué qu'un tournage dans le cadre de l'enceinte des Grands Prix, ça coûtait une journée 15 000 €. Alors ça, déjà que le MotoGP n'est pas sur les chaînes gratuites, la renégociation est en train de se faire. Eurosport va vouloir reprendre le MotoGP. Enfin, si ça se fait, si d'aventure Eurosport perdait le MotoGP, c'est Canal+ qui s'est positionné. Et Canal+, c'est pas plus gratuit. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que on a écouté Roberto qui disait que c'était pas gratuit non plus en Italie? Est-ce que le sport moto, finalement, n'est pas pénalisé par cette politique de Dorna qui consiste à faire payer les médias? De toute façon, quand on est sur des chaînes payantes, on est toujours moins médiatisé que si on était sur des chaînes nationales. Ça, c'est un premier point. Après, moi, je pense que les chaînes en général nationales diffusent de moins en moins de sport. Donc,
C'est juste que la moto a été dans les premiers à devoir être diffusée sur des chaînes payantes. Maintenant, moi qui suis en endurance et qui vois les retours qu'on a grâce à l'équipe 21, je peux dire que voilà, le fait d'être sur une chaîne nationale ou TNT ouvre vraiment à un public différent. C'est-à-dire que sur Eurosport, c'est vraiment des passionnés, des gens qui connaissent et qui sont pas forcément du milieu, mais en tout cas qui sont impliqués dans la moto et qui ont envie de regarder ce sport-là. Ouais. Alors que sur des chaînes TNT ou nationales, c'est des gens, on va dire n'importe qui zappe sur la chaîne, qui voit la moto et qui a envie de regarder et qui peut découvrir facilement ce sport. Bon alors, t'es prêt? Ouais. On va où? Bah écoute, tu m'as parlé d'Italie. On est quasiment arrivé en Camargue. Moi je dis, on met le cap à l'est. Et dans une émission, on est arrivé en Italie. Il n'y a pas de problème. On peut pousser jusqu'en Croatie, histoire d'aller voir les adversaires des Bleus. Écoute, on va les laisser, les pauvres, se remettre. Et puis nous, on va savourer le temps d'aller en Italie. Parce que ça fait quand même 2 pays qui n'ont pas vu la Russie. Ouais. Ou en tout cas, pas correctement. Allez, let's go. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Wow. Assurer un 2 roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr.